Alors c'est sûr que 50 ans d'histoire de RH, c'est pas rien. Je suis vieux, mais quand même pas à ce point-là. Victoire sur la misère, 8 millions de salariés obtiennent satisfaction. Je pense qu'un des points qui a le plus évolué en 50 ans dans les ressources humaines en France, c'est vraiment la question des relations sociales. C'est vrai qu'on constate que les partenaires syndicaux ont du mal, quoi. Il y a de moins en moins d'adhésion. Les accords Matignon, c'est effectivement la reconnaissance du droit syndical. Ça a été une grande victoire, ça a été notamment les congés payés, les premiers congés payés. De cette année datent les conventions collectives où délégués patronaux et ouvriers signèrent sous l'égide du gouvernement, ce qui porte encore aujourd'hui le nom d'accord Matignon. De là datent avec les conventions collectives les congés payés. Il a fallu attendre quand même 1968 pour que les syndicats puissent créer leur section. Et puis 47 pour avoir les comités d'entreprise. Alors, dans les années 70, pourquoi ça commence? Parce qu'avant, il y avait effectivement des gens qui s'occupaient du personnel. D'ailleurs, les premiers à être devenus des chefs et directeurs de personnel, c'était des militaires. Parce qu'ils avaient l'habitude de commander les hommes, leur dire ce qu'ils avaient à faire, et qui savaient aussi avoir une fibre un peu humaine. Donc, ils étaient bons dans ce qu'on appelle la direction de personnel. De manière simultanée, il y a eu ces événements de 68 qui ont bien marqué la France, et ici à Paris et les universités. Donc une révolte des étudiants, des représentants du personnel dans les entreprises, des syndicalistes. En 68, j'étais en terminale. Nous, on était enfermés, on révisait notre bac en banlieue parisienne dans un pensionnat déserté. Donc on allait à Paris de temps en temps voir ce qui se passait. On est allé à la Sorbonne. Il y avait dans le grand amphi de la Sorbonne le drapeau noir et le drapeau rouge, comme ça, au-dessus, ce qui nous intriguait, parce que les attendus des communistes et des anards n'étaient pas absolument les mêmes, quoi. C'est la vision de la société. Surtout qu'en 68, l'URSS existait encore. Il y avait une conception communiste des pays communistes, c'était pas du tout l'anarchie. Et puis c'était un foutoir pas possible, quoi. Les assemblées, les amphis étaient pleins, ça criait dans tous les sens, c'était l'invective. Et ça a eu un impact certain, à la fois dans les universités, dans les entreprises, pour nos institutions. Donc 68 a marqué les esprits, notamment celui d'une jeune professeure agrégée de droit du travail, Nicole Catala. Et elle m'a raconté qu'elle donnait ses cours montée sur un banc dans le bois de Vincennes. L'université était fermée, elle ne voulait pas arrêter ses cours, alors elle avait ses étudiants un peu autour d'elle. Et après elle s'est dit, mais non, mais mes étudiants, ils reçoivent une formation, c'est pas vrai qu'ils sont inutiles, ils doivent pouvoir rendre service dans les entreprises. Elle s'est rapprochée, alors effectivement au départ pas des syndicalistes, mais des directeurs de personnel. Et avec eux, a décidé de faire une formation un peu originale, de transition on pourrait dire, entre l'université, avec donc des étudiants bien formés, des économistes, des juristes, des étudiants qui venaient même d'écoles de commerce. Elle les a confrontés avec des directeurs de personnel qui étaient ravis de trouver cette manne de jeunes bien formés qui venaient de l'université. J'ai beaucoup d'affection pour notre collègue Nicole Catala, qui a eu le génie de mettre sur pied le modèle du CIFOP. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas été perçu par elle au moment où elle l'a créé. On se souvient que Nicole Catala a créé le CIFOP à une époque où, à Paris 1, à Paris 2, les professeurs de droit social sont des gens qui sont très brillants, très remarquables et très marxistes.
très influencés dans leur façon d'enseigner le droit social. Et Nicole Catala prend le contre-pied de ça et dit ok, c'est pas faux, le droit est là pour défendre le faible, d'accord, mais il faut aussi que les entreprises fonctionnent. Et donc je veux quelque chose de plus équilibré. Et elle crée le CIFOP avec cette espèce d'équilibre à conserver, d'un côté avec les entreprises, qui sont très présentes au CIFOP dès le début, les tuteurs, etc., et les profs. Et puis d'un autre côté, bien sûr aussi, des enseignements académiques sérieux sur le droit social, etc. Les 2/3 des patrons favorables au SMIC et aux lois Auroux. Je forme des vœux pour que de grands chantiers, tels que le logement social, la fonction publique, la formation professionnelle, l'application et l'extension des lois Auroux, la rénovation de l'université et bien d'autres encore, reçoivent les concours syndicaux et politiques qu'ils méritent. Les lois Auroux auront 3 ans cette année. La grande idée de ces lois, c'est de permettre aux employés de s'exprimer sur leurs conditions de travail. Cela dans les entreprises de plus de 200 employés. Ça a représenté une vraie révolution, surtout pour nous au CIFOP, où nous étions plutôt orientés sur comment on défend le point de vue de l'entreprise, dans la manière de construire les ressources humaines. J'ai eu la chance de démarrer chez Safran, donc la chance d'être surtout dans le département relations sociales, à un moment où on était en train de mettre en œuvre les lois Auroux. Donc on avait toute une série de négociations pour travailler sur l'accord sur la mise en œuvre du droit d'expression des salariés, qui était un grand moment, qui est quasiment mort aujourd'hui, mais ça a quand même donné le ton sur la négociation de l'accord comité de groupe, l'accord sur le droit syndical. Et puis en 1984, on a eu la loi de démocratisation du secteur public. Ça s'est traduit d'abord par des nouvelles mesures sur le droit syndical aussi, et sur l'élection de représentants des salariés au conseil d'administration. Un grand moment, parce qu'on a fait voter toutes les entreprises, tous les salariés du groupe le même jour. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, donc on recevait les éléments par téléphone, on additionnait les chiffres et puis on faisait les calculs pour répartir les sièges entre les différents candidats. Il y aurait 2 mots-clés pour les lois Auroux. Tout d'abord, le droit d'expression des salariés dans l'entreprise, parce que je crois qu'une entreprise, ça ne doit pas être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes. Et deuxièmement, l'autre mot, c'est la négociation, c'est-à-dire un droit contractuel plutôt qu'un droit administré. Ça a beaucoup changé parce que les syndicats ont bougé, parce qu'aujourd'hui, le premier syndicat de France, c'est plus la CGT, parce que aussi les entreprises, je crois, ont compris, certaines en tout cas, à quel point il était nécessaire d'avoir des relations avec les syndicats si on voulait construire un collectif qui tienne la route. Moi, je me souviens toujours avec un peu d'émotion un plan de départ volontaire qu'on a fait chez Suez. Les syndicats me disent « Monsieur Némon, votre accord, ok, mais on signera que si vous nous dites le nombre de personnes qui doivent partir. » Et je leur dis « Je ne peux pas vous dire le nombre, parce qu'on a une communication du premier semestre qu'on doit faire au 15 octobre. Et donc, avant ça, je ne peux absolument pas parler de ça. » Grosse discussion. Je finis par leur dire, je vous donne le chiffre, mais vous dites rien avant le 15 octobre. Et je leur dis, voilà, on va faire partir 700 personnes. C'est pas énorme, mais c'est suffisant pour secouer un peu les marchés financiers. Et donc, voilà, et bien, le 14 octobre, la CGT m'appelle en me disant, est-ce qu'on peut communiquer maintenant? Il n'y en a pas un qui avait vendu la mèche. Et s'il y en avait un qui l'avait fait, je n'aurais jamais su lequel. 7 morts, 4 blessés, dont 3 très graves. C'est donc encore ce soir le bilan provisoire de la catastrophe de Metal Europe qui a mis toute une région en état de choc, qui laisse des familles endeuillées et 26 orphelins. Là, je crois que j'ai dû avoir tout ce qu'on peut vivre en une vie professionnelle. Problématiques économiques, problématiques d'environnement, problématiques de santé, maladies professionnelles et surtout d'accidents du travail. Puisque malheureusement, dans cette usine où j'ai passé 6 ans, j'ai dû avoir au total 13 morts dans l'usine, dont 10 dans un seul accident en 1993. Un moment très douloureux, je dirais, très difficile, mais là encore où j'ai dû faire face à l'adversité, je dirais, au syndicat. Mais ça a été d'ailleurs l'occasion de mon cours que j'ai donné pendant presque 20 ans au CIFOP. Quand on a un accident de ce type, c'est le ciel qui tombe sur la tête, quoi. C'est assez horrible. Voilà. Mais dans cette usine aussi, j'ai appris beaucoup de choses, parce que j'étais sur tous les fronts. Mais c'est vraiment une usine qui m'a profondément, je dirais, marqué.
Et c'est l'arrivée dans les gouvernances des financiers, des fonds qui veulent des rentabilités, voilà. Et le DRH, il est un peu perdu. Ils sont tenus par des financiers qui veulent de la rentabilité, de la productivité. Et il y a plus contre-pouvoir des syndicats. J'ai été très marqué quand, vous vous souvenez, quand le DRH d'Air France s'est fait arracher la chemise. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le patron d'Air France, le dimanche précédent, sur France Info, dit il n'y a pas de choix, soit on licencie, soit on baisse le salaire. Ah bon, très bien, dit la journaliste, mais comment vous allez faire? Comment ça va se passer? Écoutez, j'ai mon DRH qui négocie, etc. Vous êtes au courant? Vous y allez aux négociations? Non, il me tient au courant. Là, on a les ingrédients d'une violence. Et la première violence, c'est pas d'arracher la chemise du DRH. La première violence, c'est de dire il n'y a pas d'autre issue, vous prenez A ou B. Quand vous entrez dans une discussion, une négociation, et que vous n'êtes pas prêt à ouvrir les portes, ça ne peut pas bien se passer. Aujourd'hui, on sait que le plus gros syndicat français ne représente pas plus de 5% des salariés et que donc la dynamique sociale ne se fait pas tellement à travers les syndicats, mais d'une façon plus spontanée, notamment avec tout ce qu'on a vu de la crise des Gilets jaunes. Casseurs de retour à Paris toute la journée, ils ont pillé les magasins des Champs-Élysées, incendié des banques et vandalisé. Ordre est donné d'évacuer la place de l'Étoile. Le dispositif de sécurité avait pourtant... Pendant longtemps, on a dit la CGT met la panique en France, mais en fait, elle régulait la contestation. Et aujourd'hui, il y a plus de panique parce qu'il n'y a pas d'outils de régulation de la contestation et d'encadrement de cette contestation. Il y avait 2 accords européens qui étaient très importants. Un accord qui visait à améliorer le développement professionnel des salariés. Et cet accord, en fait, rendait le salarié un peu plus responsable de son avenir professionnel. Et quand on se met autour d'une table avec les partenaires sociaux, quand on se met à discuter, y compris de ces choses un peu difficiles, on a abouti à une discussion qui était de dire mais pourquoi on n'anticipe pas ces situations? On aurait tous à gagner. Non seulement les syndicats ont accompagné, mais on ne pouvait pas voir dans la discussion qu'on avait dans les grandes réunions qu'on a faites, qui était le DRH et qui était le syndicaliste. Il y a eu El Khomri, puis après les ordonnances Macron, qui ont à nouveau bouleversé, révolutionné l'entreprise. Donc moi, je n'aurais eu que 2 ans d'activité avec les ordonnances Macron, juste le temps de les mettre en place, mais avec un questionnement quand même, a-t-on atteint l'objectif qui était de simplifier le droit du travail? Quand je passe aujourd'hui dans les entreprises, je n'en ai pas le sentiment. C'est plutôt des gens qui sont perdus, je trouve, et des délégués à la fois qui ne sont pas à l'aise sur le terrain, et des RH non plus qui n'ont pas forcément intégré complètement les nouvelles mesures. Parce que quelque part, c'est assez ambigu. On croit que dans l'entreprise, dès lors qu'il y a une bonne qualité de dialogue et de confiance entre le directeur des relations sociales ou le directeur du personnel et les syndicats, on peut faire durer l'entreprise, on peut mieux lui faire atteindre ses objectifs. C'est manifeste dans les entreprises qui ont continué à entretenir quelque chose avec leurs partenaires sociaux. Ça l'est beaucoup moins dans nos entreprises modernes qui sont dirigées que par les fonds et la rentabilité. On est revenu à travers le CSE à ce qui fait là aussi la définition du dialogue social. On a un certain nombre de piliers comme la consultation, la négociation, mais aussi des échanges formels ou informels, en vue justement de réfléchir à des aspects concernant la politique sociale et économique. Et là, on voit aujourd'hui, oui, le comité social et économique se renforce sur notamment la partie économique. Et puis, de plus en plus aussi, les problématiques d'environnement. On pourrait peut-être penser qu'il va y avoir maintenant un intérêt des actionnaires. Ça, c'est, je trouve, le grand changement des années 2020. C'est que les actionnaires, maintenant, poussent les entreprises et investissent dans les entreprises avec des critères ESG. Ça veut dire des entreprises qui s'intéressent, qui mesurent leur impact sur l'environnement, qui essayent d'avoir une gouvernance justement équitable, où l'égalité entre les hommes et les femmes est respectée, un peu plus ouverte. Donc le droit social reste toujours au cœur des problématiques de l'entreprise.